Maintenant qu'on a réglé il me reste deux composantes au niveau de l'encéphale. Donc, on a réglé les hémisphères cérébraux avec leurs aires et tout. On vient de régler le diencéphale. Tout ce qui me reste, c'est le cervelet et le tronc cérébral. Donc là, on va régler le cas du tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, qui est un peu cette espèce de tige sous le cerveau, avant de relier la... En fait, je vous dirais, ma définition très personnelle, c'est cette section ici, sous le cerveau, qui permet de relier l'encéphale, ou le cerveau, si vous voulez, plutôt, je devrais dire plutôt les hémisphères cérébraux. Okay? Donc, le tronc permet de relier les hémisphères cérébraux à la moelle épinière. Okay? C'est une section intermédiaire qui va évidemment permettre le passage des influx sensitifs vers le thalamus et le passage des influx moteurs qui vont quitter les aires motrices, qui va descendre dans la moelle épinière pour aller contracter les muscles. Donc, c'est évidemment une voie, on dit une voie bidirectionnelle, comme la moelle épinière. Donc, il y a des influx qui montent vers le haut et des influx qui vont descendre vers le bas. Donc, si ça monte, c'est sensitif. Si ça descend, c'est évidemment moteur. C'est donc un passage obligé pour tout ce qui est en provenance de la moelle épinière. Donc, évidemment, la moelle épinière va monter ces informations-là, mais aussi par les nerfs crâniens qu'on a déjà vus, qui vont venir se brancher pour la plupart d'entre eux au niveau du tronc. Trois régions, mésencéphale, pont et bulbe rachidien. Donc, on va les voir en détail dans les prochaines diapositives en termes de fonction. On vous disait que donc la majorité des nerfs crâniens sont rattachés au tronc cérébral. Donc, on vous dit ici que c'est 10 des 12 nerfs crâniens, en fait 10 des 12 paires de nerfs crâniens qui passent par le tronc. Donc, dans ces 10-là, j'en ai certains qui vont se brancher directement sur le mésencéphale, d'autres sur le pont, d'autres dans le bulbe, évidemment, et vont converger, comme on le disait tantôt. Exemple, si c'est le tronc, j'ai le bulbe, le pont et le mésencéphale, toujours dans le même ordre, la moelle épinière qui est plus bas, donc ici. Donc, ces 10 nerfs crâniens-là vont se brancher soit dans la moelle épinière, dans le mésencéphale, soit dans le pont, soit dans le bulbe. Mais ensuite, on s'en va où? Bien, vous le savez maintenant, tous vont converger vers le thalamus. Les deux qui ne sont pas attachés au tronc, bien, vous les connaissez maintenant. Maintenant, vous êtes capable de me dire c'est lesquels. Les deux, ils ne sont pas écrits ici, mais vous pourriez les rajouter. Donc, si vous avez bien suivi, je fais l'encéphale ici, bien, j'ai le nerf optique. Donc, exemple, ça, c'est un œil. Donc, le nerf optique, lui, rentre directement dans le thalamus. Alors, il ne passe pas par le tronc. On court-circuite le tronc. Et c'est simplement parce que les yeux sont situés un peu plus haut. Donc, évidemment, on rentre direct. On est vis-à-vis le thalamus, on rentre direct. Et l'odorat, donc ce que vous respirez au niveau du nez, bien, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, au dernier diapo, rentre direct dans l'hypothalamus. Okay? Donc, c'est les deux nerfs crâniens parmi les 12 qui ne vont pas passer dans le tronc. Voilà. Ensuite, deux mots. On va parler beaucoup de pédoncules cérébraux quand on sera dans le mésencéphale. Donc, cérébraux, cérébral, je vais être dans le cerveau, on verra ça tantôt. Mais il y a un autre terme qu'on va voir souvent, cérébelleux. Cérébral, cerveau, d'habitude, vous êtes bon, bien avant de faire mon cours, c'est un terme que vous connaissez, vous êtes capable d'associer. Mais cérébelleux, c'est nouveau pour vous. Et à chaque fois que vous allez voir ce terme-là, je veux que vous ayez le réflexe de penser au cervelet. Cérébelleux, mettons, je te dis un pédoncule cérébelleux, tu ne sais pas à quoi ça sert, pas grave pour l'instant, mais au moins tu peux savoir que c'est déjà associé au cervelet. Donc, tu vas déjà savoir que le cervelet est impliqué. Et ce que ça dit ici, c'est que le tronc cérébral est rattaché au niveau du cervelet par 3 paires de pédoncules cérébelleux. Alors, ce que vous pouvez noter, je vais essayer de le dessiner après, mais ça va être difficile, mais ce que vous pouvez noter, c'est que les pédoncules cérébelleux, c'est des structures qui ont deux fonctions, en fait. Donc, c'est des structures qui, dans un premier temps, rattachent le cervelet au tronc cérébral. Donc, ça, c'est le rôle des pédoncules cérébelleux, parce que sinon, c'est vraiment pour maintenir tout ça en place. Puis ensuite, dans ces pédoncules-là, c'est pas juste de la matière, il y a du tissu nerveux, donc il y a des axones qui passent, qui permettent une communication entre le cervelet, donc une communication nerveuse, si vous préférez, entre le cervelet et le tronc.
Donc, si je dessinais, de toute façon, il y a des plus beaux dessins tantôt dans votre manuel que je vais vous montrer. Mais exemple, si je dessine le cerveau avec le tronc, ici, puis si je faisais le cervelet en dessous, en arrière, comme ça, bien, il ne tient pas dans le vide. Fait que dans le fond, le tronc, là, je vais le faire sous forme de carré rouge. Là, c'est vraiment tellement symbolique. Là. Mais ça serait une paire de pédoncules cérébelleux. Il y aurait une deuxième ici. Donc, ça permettrait de rattacher le cervelet au tronc. Et évidemment, il y a des axones qui passent comme ça, qui me permettent une communication entre le cervelet et le reste du cerveau. Donc, c'est comme un passage qui me permet de, dans un sens ou dans l'autre, stimuler le cervelet ou l'information perçue par le cervelet pourrait revenir aussi. Donc, c'est des voies comme transversales, comme ça, d'axones. Non seulement ça raccroche le cervelet au tronc, mais il y a aussi des axones qui vont passer là-dedans pour permettre une communication nerveuse entre le tronc et le cervelet. En termes de fonction, donc ici c'est un peu la même chose, on vous montre les différentes parties de façon plus réaliste. Donc on voit le bulbe ici, donc tout ça c'est le tronc. Hein. Plus bas on aurait la moelle épinière ici qui n'est pas dessinée. Donc le bulbe, il faut le savoir en ordre. Donc première structure, si je parle de la moelle épinière, bulbe rachidien, le pont au centre et le mésencéphale ici. On voit, je ne veux pas que vous appreniez par cœur, mais il y a différents nerfs crâniens, donc dans les 10 paires que je parlais tantôt, qui vont se brancher aux différents endroits. Donc ici, on en reconnaît qui sont branchés dans le bulbe, d'autres qui sont reliés au pont, alors que d'autres vont être branchés au niveau du mésencéphale. Si je regarde plus la fonction de ces structures-là, je commence avec le mésencéphale. Vous n'avez pas à apprendre, j'ai déjà dit au début de la capsule, par cœur, lequel des 12 nerfs crâniens va se brancher dans le mésencéphale. Ça ne me dérange pas, à part des 2 exceptions que je veux que vous sachiez. Donc, ce qui est associé au nerf optique, la vision ou l'odorat, qui ne passe pas dans le tronc. Tous les autres passent quelque part dans le tronc. Quand tu vas travailler, tu ne te souviens pas que le nerf 3 passe dans le mésencéphale ou dans le pont, ça ne me dérange pas. Je veux que vous connaissiez les fonctions, par contre, des nerfs crâniens, comme on a fait au début de la capsule, mais ça ici, pour moi, vous n'avez pas à savoir ça. Vous savez simplement qu'il y a certains nerfs crâniens qui vont se brancher sur le mésencéphale, c'est suffisant. Et là, je règle les 2 premières cases ici. Okay? Donc, justement, pédoncules cérébraux, pédoncules cérébelleux. Donc, on dit supérieur tout simplement parce que le mésencéphale est plus haut. Alors, c'est les pédoncules cérébelleux supérieurs. Mais ils ont la même fonction. Hein. Tous les pédoncules cérébelleux ont la même fonction. Donc, je peux le répéter rapidement, mais c'est ce que j'ai dit à la dernière diapo. Que ce soit au niveau du mésencéphale, du pont ou du bulbe, ils font la même chose. Ils retiennent le cervelet. Donc, si les pédoncules cérébelleux supérieurs rattachent le cervelet au mésencéphale, qui est une partie du tronc, puis ça permet une communication nerveuse entre le cervelet et le mésencéphale, qui aussi fait partie du tronc. Donc, c'est la même chose que j'ai dit à la dernière diapo. Okay? Donc, ça, vous le savez, c'est réglé. En fait, je ne devrais pas faire un X, là. C'est pas pour dire que ce n'est pas important. C'est important pour l'examen, mais on vient d'en parler, donc c'est réglé. Maintenant, pédoncules cérébraux. Il faut faire attention, c'est 2 mots différents, on n'est pas à la même place. Les pédoncules cérébraux, c'est une partie du mésencéphale qui est associée aux hémisphères cérébraux, et donc le cerveau. Et je pose la question suivante. En fait, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui sont posés la question. J'ai beaucoup parlé tantôt du thalamus qui faisait passer les influx nerveux sensitifs. Et je vous avais dit aussi dans les capsules, sans expliquer davantage, que les influx moteurs ne passent jamais par le thalamus, ils passent ailleurs. Mais je ne vous ai jamais dit où. Maintenant, je règle ça. Une des grandes fonctions du mésencéphale, c'est une fonction motrice. Donc, les pédoncules cérébraux vont faire passer des axones qui sont associés, en fait, c'est des axones moteurs qui sont associés au mouvement volontaire en provenance de vos aires motrices. Donc, exemple, vous voulez bouger les bras, les jambes, etc. Et ça veut dire que, comme on avait vu avec les tractus corticospinaux impliqués dans la contraction des muscles, je vous avais déjà parlé de l'aire prémotrice pour les gestes complexes avec apprentissage et tout, ça c'est correct, mais éventuellement, que ce soit un geste simple contrôlé par l'aire motrice ou des gestes plus complexes et répétitifs qui demandent l'apprentissage comme jouer de la guitare, qui vient de la prémotrice, peu importe, on part toujours éventuellement. On peut partir de l'aire prémotrice, mais on va toujours finir par passer par l'aire motrice. Donc, geste complexe, prémotrice
et on va à motrice, G5, je pars déjà de la motrice, mais dans les deux cas, on part de l'aire motrice. Et là, j'ai le thalamus ici qui relaie les influx sensitifs. L'aire motrice pour les influx moteurs va passer à côté du thalamus, jamais dedans, par ce qu'on appelle les pédoncules cérébraux. Donc, dans le mésencéphale, j'ai une section du mésencéphale qui s'appelle les pédoncules cérébraux et ça fait juste faire passer ces influx nerveux-là. Et par la suite, on va descendre dans la moelle épinière. Et une fois dans la moelle épinière, évidemment, on parlait de neurones moteurs supérieurs et inférieurs. Donc, en fait, le tractus corticospinal, exemple latéral, pour faire bouger les bras, les jambes, ou bien le tractus corticospinal ventral, pour exemple, plier le tronc, le dos, se pencher, des choses comme ça. Donc, c'est juste ça. On passe par les pédoncules cérébraux pour tous ces influx moteurs. Donc, grande composante motrice. Puis évidemment, si cette partie du mésencéphale est abîmée, vous perdez les fonctionnalités motrices. Hein? Même si on a l'aire motrice qui fonctionne, le mésencéphale, s'il y a une lésion, mettons juste pour des pédoncules cérébraux, vous n'êtes plus capable de bouger parce que l'influx nerveux ne se rendra jamais à la moelle épinière dans les corticospinaux. Donc, on vient de régler les pédoncules cérébraux, vraiment fonction motrice volontaire. Ensuite, on s'est rendu compte éventuellement que dans le mésencéphale, une autre composante moteur, il y a la substance noire. En fait, on l'a appelé comme ça parce qu'au microscope, ça apparaît vraiment foncé. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mélamine. C'est une protéine qui colore, par exemple, les cheveux, la peau. Donc, plus vous en avez, plus vous avez les cheveux ou la peau foncée. Les yeux aussi, même chose. Donc, on a appelé ça la substance noire juste à cause de ce pigment-là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est une région très riche en dopamine. Donc, tous les neurones de cette région-là produisent beaucoup, beaucoup de dopamine. Et cette dopamine-là, c'est un neurotransmetteur qui peut être produit dans différentes régions du cerveau. Entre autres, il y a de la dopamine dans certaines régions du cerveau qui est très impliquée dans la notion de récompense. Donc, quand on a un sentiment de bien-être suite à une tâche bien accomplie, on a reçu une médaille, la fierté, on se sent bien, on est heureux. On sait qu'entre autres, la dopamine, quand elle stimule les neurones et qu'on fait des influx nerveux, dans la région du plaisir et tout ça, on associe ça avec des sensations positives, de récompense, de bien-être et tout. On sait que la dopamine est impliquée également dans les apprentissages, la mémoire et tout ça. Mais plus particulièrement, dans le mésencéphale, au niveau de la substance noire, ces neurones qui produisent beaucoup, beaucoup de dopamine semblent être impliqués dans la contraction musculaire des muscles, volontaires aussi. Donc, associé aux doigts, aux jambes, aux bras. Okay? Donc, associé aux muscles du système nerveux somatique, en fait. Et une destruction de la substance noire de cette région-là, si on produit moins de dopamine parce qu'on a brisé les neurones ou que les neurones arrêtent d'en produire, on va avoir des troubles musculaires, c'est très bien démontré. Et il y a une maladie peut-être que vous connaissez qui s'appelle le Parkinson, qui n'est pas à retenir, c'est votre culture personnelle en fait, je vais l'effacer, mais ceux qui connaissent un petit peu ou qui connaissent des gens, les espèces de tremblements, là, les mains qui tremblent tout le temps et tout, mais c'est des contractions musculaires erratiques qu'on n'est pas capable de réguler de façon correcte. Et c'est assez clair que, je ne dis pas que c'est toutes les causes de la maladie, mais dans bien des cas de Parkinson, on a remarqué soit une lésion dans la substance noire, une destruction progressive des neurones producteurs de dopamine dans la région de la substance noire, et c'est associé à la maladie de Parkinson. C'est pour votre intérêt, mais c'est vraiment une des causes principales en fait. Donc, pour mon cours, en fait, si vous voyez la substance noire, vous savez que c'est une composante du mésencéphale qui fait beaucoup de neurotransmetteurs appelés dopamine, qui jouent un rôle dans la contraction musculaire. Et évidemment, c'est une région importante pour réguler les contractions musculaires. Et en cas de destruction ou de malfonctionnement de cette région-là, ça peut générer des maladies, des troubles de contraction comme le Parkinson. Dernier élément du mésencéphale, encore une fois, on est dans la contraction musculaire. Donc, si on vous résumait tout ça en un mot, là, on pourrait penser que le mésencéphale, principale fonction, c'est vraiment motrice, à différents aspects, à différents niveaux, mais vraiment, là, on est toujours un peu dans la contraction musculaire et tout. Et c'est les colliculus. Okay? Donc, il faut faire attention parce que les colliculus, il y en a 4, il y en a 2 qui sont inférieurs et 2 supérieurs. Parfois, anciennement, on pouvait les appeler aussi les tubercules quadrijumeaux. Ceci étant dit,
Dans votre livre, on parle surtout de colliculus, donc je vais coller à ce terme-là. Première des choses à noter, les colliculus, je ferai la distinction après inférieur supérieur, mais de façon générale, les colliculus, c'est une réponse réflexe. Donc, c'est cette partie du mésencéphale qui contrôle une réponse nerveuse réflexe pour faire pivoter votre tête. C'est la job des colliculus. Et c'est toujours une réponse réflexe qui fait pivoter votre tête vers la droite ou la gauche, exemple. Et la seule différence, c'est la sorte de stimuli qui déclenche le réflexe. Ça peut être un stimulus visuel ou sonore, et c'est tout. Et c'est ce qui va distinguer les colliculus inférieurs et supérieurs. Donc, il faut savoir la distinction entre les deux. Les colliculus supérieurs vont s'enclencher quand c'est un stimulus visuel. Je vais vous donner un exemple dans 2 secondes. Et les colliculus inférieurs vont s'enclencher suite à un stimulus auditif. Mais peu importe que ce soit un stimulus auditif ou visuel, donc en d'autres mots, peu importe que ce soit les colliculus inférieurs ou supérieurs, dans les deux cas, indépendamment du type de stimulus, on déclenche une réponse réflexe de la tête. Et la réponse réflexe de la tête, c'est qu'on va faire pivoter de façon involontaire. Un réflexe, tu ne peux pas dire « non, moi, je ne veux pas », ça va se faire automatiquement contre ta volonté. Et on fait pivoter. Cette réponse réflexe fait pivoter votre tête en direction du stimulus. Et c'est un moyen de protection qu'on traîne de nos origines animales. Okay? Et je vous donne un exemple. Vous traversez la rue, vous sortez du cégep, traversez la rue, vous êtes dans votre tête, vous êtes distrait, vous pensez au prochain examen, vous êtes stressé, vous revisez, peu importe, et vous traversez la rue. Il y a une voiture qui s'en vient, vous ne la voyez pas, vous regardez par terre, vous êtes très concentré, mais vous entendez le son du moteur. Réponse réflexe. Le son, perçu par des récepteurs, influx nerveux qui passe par les colliculus inférieurs, et aussitôt que les colliculus inférieurs reçoivent cette information-là, on déclenche une contraction des muscles impliqués dans le pivot de votre tête, et ça va permettre de faire pivoter votre tête en direction du bruit. Et en entendant le bruit comme ça, votre tête tourne, vous voyez la voiture, et vous reculez pour éviter l'accident. Ça vous permet de vous protéger. Je vous disais que ça vient de nos ancêtres animaux, mais effectivement, imaginez-vous une proie qui mange, un petit herbivore, puis un carnivore qui traîne, je ne sais pas, un lapin, un chevreuil, peu importe, puis un loup qui traîne, puis qui vient pour le chasser. Le loup marche une branche, ça casse, colliculus inférieur, parce que c'est un stimulus auditif, l'animal tourne la tête, voit le prédateur, se sauve. C'est exactement la même chose. Et c'est donc une réponse de protection. Puis pour les colliculus supérieurs, c'est exactement la même chose, mais là, c'est un stimulus visuel. Vous êtes assis à la table, quelqu'un vous lance une balle, ou je ne sais pas trop, il y a un objet qui s'en va en direction de vous. Sur le coin de l'œil, vous voyez un objet qui s'en vient vers la tête. Réponse réflexe, votre tête pivote automatiquement en direction de l'objet. Et c'est donc une réponse automatique, puisque c'est un réflexe, mais c'est la même logique, sauf que là, c'est les colliculus supérieurs qui sont impliqués, parce que c'est un stimulus visuel. Et dans ce cas-ci, on génère des influx nerveux qui permet une réponse musculaire au niveau de la tête, et votre tête pivote en direction du stimulus. Okay? Donc, c'est vraiment ces colliculus-là, c'est vraiment sur leur fonction. Permettre cette réponse réflexe selon la nature du stimulus. Donc, là, juste pour qu'on se situe, j'ai parlé, ça fait un petit peu de temps que je parle, là, donc je suis dans le tronc. Là, je viens de régler le mésencéphale ici. Okay? Donc là, vous connaissez cette fonction du tronc cérébral associé au mésencéphale. Donc, on a toutes vu ces fonctions-là moteurs. Maintenant, je vais passer au pont. Okay? Donc, la section du centre, éventuellement au niveau du bulbe. Donc, dans le pont, moins compliqué, moins de fonctions pour nous autres. Donc, le pont ici, bien là, ici, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça va de soi. On vous dit qu'une fonction du pont, c'est de renfermer les tractus sensitifs et moteurs. Évidemment, et c'est vrai pour le bulbe arachidien, pour le mésencéphale et le pont. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le tronc est ici, la moelle plus bas. Bien, je l'ai dit de façon différente tantôt, mais tout ce qui est sensitif en provenance de la moelle va passer nécessairement par le bulbe
le pont puis le mésencéphale. Donc, c'est sûr qu'il y a des influx sensitifs comme ça qui s'en vont dans le thalamus. Puis, évidemment, bon, j'ai le mésencéphale ici, je pars de l'aire motrice, les influx moteurs qui passent dans le mésencéphale, je vais descendre par, le mésencéphale qui est ici en fait, là. Donc, je passe par le mésencéphale, le pont, le bulbe, et je descends dans la moelle. C'est un passage obligé, le tronc. Donc, les 3 sections du tronc, ça ne nous apprend rien. Ici, ça va de soi, là. C'est un passage obligé. Fait que c'est pas juste pour le pont. Des fois, vous lisez ça parce qu'on ne l'a pas écrit pour le bulbe ou le mésencéphale, mais c'est la même. C'est vrai pour les 3, là. Il y a toujours des axones sensitifs qui passent dans les 3 sections du pont pour aller dans le cerveau. Puis, il y a des axones moteurs qui quittent le cerveau qui vont passer par les 3 sections du pont. Donc, ça va de soi. Et comme les 3 sections du pont, j'ai toujours ces fameux pédoncules cérébelleux. Donc, pédoncule cérébelleux, ça veut dire des structures qui rattachent le tronc au cervelet. Comme je suis au niveau du pont, on ne parle plus de pédoncule supérieur comme au mésencéphale parce qu'il était plus haut. Donc, tantôt, les supérieurs, c'était ici, rattachaient le mésencéphale au cervelet. Le pont qui est au centre ici, on va parler de pédoncule cérébelleux moyen, ils sont au centre, mais rattachent également le cervelet au pont. Et comme on le dit ici, on a des axones transversales, ça veut dire qu'ils permettent une communication nerveuse entre le cervelet et le pont, qui éventuellement pourra ramener les influx vers le cerveau ou envoyer des influx du cerveau au cervelet, donc en passant par ici. Ça va. Mais maintenant, la question, c'est de savoir de façon plus précise, qu'est-ce qui est unique au pont? Parce que ce que je viens de dire est vrai pour le bulbe, le pont et le mésencéphale. Mais maintenant, qu'est-ce que le pont fait de façon plus précise? Donc, encore une fois, il y a certains nerfs crâniens qui se branchent au niveau du pont, mais vous n'avez pas à savoir lesquels. Ce qui est vraiment important, le pont, c'est de comprendre que c'est un des centres respiratoires. Pour contrôler votre respiration, il y a 2 endroits, on a 2 principaux centres respiratoires, un au niveau du bulbe rachidien qu'on verra bientôt, et l'autre au niveau du pont. Donc, pour contrôler votre respiration, inspirer, expirer et tout, on a besoin de 2 centres respiratoires, le pont et le bulbe qui s'occupent de ça. Évidemment, si j'ai des lésions au niveau du pont ou du bulbe, au niveau des centres respiratoires, ça peut être très problématique et même très dangereux parce qu'évidemment, la respiration ne serait plus régulée de façon efficace. Et là, vous avez 2 drôles de mots ici, apneustique et pneumotaxique. C'est 2 sous-centres, si vous voulez, c'est 2 régions du centre respiratoire associé au pont qui contrôlent différentes phases de la respiration. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, tout simplement parce que c'est trop avancé pour nous, c'est du bio-2. En bio-2, vous allez faire le système respiratoire de façon très détaillée. Vous allez revoir ces centres-là et vous allez comprendre la différence entre le centre apneustique, pneumotaxique en termes de régulation de la respiration. Vous allez voir tous ces petits raffinements-là, ce qui ne sera pas le cas dans mon cours parce que je devrais passer déjà des heures à vous expliquer le système respiratoire avant. Donc, ce n'est pas l'objectif. La seule chose que je vais vous demander pour le prochain examen, c'est de comprendre que le pont, centre respiratoire, est important de contrôler la respiration. Et si vous voyez ces 2 termes-là, apneustique ou pneumotaxique, vous êtes capable d'associer ces 2 mots-là au centre respiratoire du pont. Donc, vous ne savez pas trop comment ça marche en détail, mais vous savez que c'est hyper important pour pouvoir respirer normalement. Ça, je vous demande ça. Et ça fait partie du pont. Ça, c'est la deuxième chose que je vous demande. Pour le reste, vous n'avez rien à savoir de plus. Finalement, je termine le tronc avec le bulbe rachidien. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, on vous dit qu'il y a des prolongements d'axones sensitifs pour ascendant ou moteur qui descendent. C'est un passage obligé, je l'ai dit. Il y a toujours ces fameux pédoncules cérébelleux, mais comme le bulbe, c'est la partie inférieure, la plus basse du tronc, on dit que c'est les bulbes rachidiens inférieurs, mais la même fonction, toujours ce que je répète depuis tantôt, raccrocher le cervelet au bulbe, au tronc, et permet le passage d'influx nerveux de part et d'autre entre le bulbe et le cervelet. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. De façon plus précise, quelles sont les fonctions uniques associées au bulbe rachidien? Toujours la même chose, certains nerfs crâniens qui vont se brancher là. Maintenant, les pyramides, c'est pas tant important, le terme, c'est le mot décussation. Donc, vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire décussation. On a vu déjà que c'était cette capacité aux voies nerveuses de changer de côté. Vous avez vu qu'il y avait 2 endroits où on pouvait décusser, soit dans la moelle épinière, soit au niveau du bulbe rachidien. Mais en fait, je vous dirais
c'est sûr que nous, on a étudié 6 voies, 4 sensitives, cuneiformes, graciles, donc 6 faisceaux tractus, puis 2 moteurs. Mais dans la vraie vie, il y en a beaucoup plus que ça. Et je vous dirais que si je considère toutes les voies nerveuses qu'on retrouve au niveau de la moelle épinière et qui va passer par le tronc, incluant le bulbe, environ, je dirais la très grande majorité, autour de 90%, là, la très grande majorité de ces voies nerveuses vont décusser au niveau du bulbe. De façon beaucoup moins importante, certaines voies, comme vous avez pu le constater avec les faisceaux tractus, vont décusser dans la moelle. Ça arrive. Il y en a quelques-uns qu'il fallait savoir, mais c'est plus rare. Donc, c'est vraiment, le bulbe rachidien, c'est vraiment l'endroit par excellence où on fait le croisement des fibres, qu'on va changer de côté, que ce soit sensitif ou moteur. C'est pas mal là que ça se passe pour la plupart, sauf exception qu'on a vues. Donc, il y a les noyaux graciles cunéiformes, ça va, c'est les corps cellulaires associés aux faisceaux graciles et cunéiformes. Donc, le neurone de premier ordre qui passait dans la moelle épinière, qui soit associé au gracile, donc toucher fin, proprioception et tout, au niveau du bas de la taille ou du haut de la taille, là, peu importe, finissait par se connecter avec un neurone de deuxième ordre au niveau du bulbe rachidien. Donc, ça ne dit rien de nouveau. Ici, vous l'aviez déjà étudié au niveau des tractus et des faisceaux dans la séquence 5, partie 2. Donc, ça ici, et la décussation, c'est plus un rappel, hein? C'est des choses qu'on avait déjà étudiées. Ce qui est vraiment nouveau, c'est les fonctions du bulbe ici associées aux noyaux viscéraux. Donc, noyau, ben, un peu comme je l'ai fait avec l'hypothalamus, c'est la même définition. C'est un groupe de corps cellulaires qui ont à peu près la même fonction, qui travaillent ensemble pour la même fonction. Donc, j'ai un noyau qui s'occupe des fonctions cardiovasculaires, vasomotrices, respiratoires, etc. Donc, j'ai au moins 5 noyaux différents, 5 groupes de neurones différents qui va contrôler l'ensemble de ces fonctions. Et on se rend compte qu'au premier coup d'œil, le bulbe rachidien est extrêmement important. Je veux dire, il y a entre autres des fonctions vitales qui sont là. Donc, premièrement, je règle le respiratoire. Il faut faire attention parce que tantôt, j'ai parlé d'un centre respiratoire incluant les régions pneumotaxiques, exemple, au niveau du pont. Mais le deuxième centre respiratoire est au niveau du bulbe rachidien. Okay? Donc, il y a 2 centres respiratoires comme ça qui travaillent ensemble pour contrôler votre respiration. Donc, extrêmement important. On a aussi tout l'aspect cardiovasculaire qui est contrôlé par le bulbe rachidien. Donc, on a déjà le centre cardiaque ici, cardiovasculaire, qui va contrôler la fréquence du cœur, qui contrôle les battements cardiaques. Vous faites un sport, vous devez augmenter votre fréquence cardiaque pour pouvoir assurer votre effort physique. Vous faites un examen, vous êtes stressé, la fréquence cardiaque augmente pour vous adapter. Donc, c'est le bulbe rachidien qui va stimuler le cœur, si vous voulez, à se contracter plus rapidement. En même temps, vous êtes relax, vous êtes endormi, ce n'est pas nécessaire d'avoir une fréquence élevée. Donc, c'est le bulbe rachidien, par son centre cardiovasculaire, qui va contribuer à diminuer cette fréquence cardiaque. Okay? Donc, il contrôle vraiment les fréquences cardiaques de votre cœur, soit pour accélérer ou diminuer. Le centre vasomoteur a un impact cardiovasculaire aussi, mais on va jouer plutôt au niveau de certains vaisseaux sanguins, comme les artères. Donc, ça permet de contrôler l'ouverture ou en fait le diamètre de certains vaisseaux sanguins, notamment les artères. Donc, exemple, je peux avoir pour une artère donnée être en position A ou en position B. Autrement dit, le diamètre de A est plus petit que le diamètre de B. Donc, on peut contracter une artère pour la fermer comme ça, puis donner un espace minimal. Au contraire, la relâcher pour avoir un maximum d'espace. Donc, il y a 2 termes qu'on ne verra pas beaucoup cette session-ci, mais qui vont revenir beaucoup à la prochaine session et dans le reste de votre deck. Je vous les mentionne. Vasomoteur, donc, ça veut dire quoi? Bien, je peux faire comme en position A. Le bulbe rachidien, par son centre vasomoteur, peut favoriser une vasoconstriction. Ça veut dire fermer, contracter, exemple, les artères pour, comme je l'ai illustré ici en image A, pour diminuer le diamètre de l'artère. Puis ça, c'est souvent une réponse généralisée. Donc, le bulbe, par son centre vasomoteur,
quand les influx nerveux quittent le bulbe rachidien par son centre vasomoteur, on est capable de contracter l'ensemble des artères de votre corps, les petites, les moyennes et tout ça. Donc, on favorise une vasoconstriction souvent généralisée. Et on peut faire l'inverse aussi. Le centre vasomoteur peut provoquer une réponse nerveuse qui va relâcher les artères. Donc, ici, on va parler de vasodilatation. Okay? Donc, vasodilatation, c'est un relâchement de l'artère. Donc, les artères vont avoir un diamètre plus grand. Pour du bio-1, c'est suffisant. Vous comprenez que le bulbe rachidien a deux centres, un qui contrôle les fréquences cardiaques, l'autre qui contrôle le diamètre des vaisseaux sanguins. Vasoconstriction, vasodilatation, faites la différence entre les deux termes, c'est suffisant. Maintenant, parenthèse culturelle, parce que vous allez faire ça à la prochaine session, donc je vous en parle un petit peu, mais ce n'est pas matière pour le bio-1, notre cours. Pourquoi on fait une vasoconstriction, une vasodilatation? Je ne veux pas entrer en détail, trop compliqué pour nous autres, là, il nous manquerait trop de concepts, mais en gros, vous allez me croire sur parole, pour plusieurs raisons, mais très souvent, c'est pour contrôler la pression artérielle. Une des façons que votre organisme a de contrôler votre pression artérielle, il y a plusieurs mécanismes possibles, mais une façon facile, c'est de contrôler le diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, on peut augmenter, exemple, la pression artérielle en favorisant une vasoconstriction. Donc, si vous avez une pression trop faible, votre bulbe rachidien pourrait dire, OK, il faut remonter la pression. Donc, on stimule la pression artérielle par une vasoconstriction. Puis, si vous avez la pression dans le tapis parce que vous êtes stressé ou peu importe, le bulbe rachidien, par son centre vasomoteur, pourrait dire, oups, la pression est trop élevée, il faut la diminuer. Donc, on vasodilate. Puis, pourquoi ça a un impact comme ça sur la pression artérielle? Vous verrez ça en prochaine session. Mais juste pour vous montrer qu'en fait, que le centre vasomoteur est très, très important pour le maintien de votre pression artérielle. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça, OK? C'est en masse pour notre cours. Donc, contrôle des vaisseaux sanguins pour avoir un impact sur la pression artérielle, contrôle du cœur, c'est les deux fonctions clés du bulbe rachidien. On sait aussi qu'il participe avec le pont à contrôler votre respiration. Donc, on a déjà 3 processus vitaux pour les fonctions vitales. Des 2 derniers processus, un peu moins important d'un certain point de vue, en ce sens où on est dans des mécanismes qui, s'ils ne fonctionnent pas, vous n'allez pas mourir, mais qui ont quand même leur importance. Donc, le centre du vomissement se retrouve dans le bulbe rachidien. Donc, vous êtes intoxiqué, vous faites une indigestion, vous êtes malade, vous êtes infecté, peu importe le stimulus qui déclenche le vomissement, qui est en fait des contractions au niveau du système digestif pour relâcher le contenu de votre système digestif à l'extérieur, expulser évidemment, exemple, le contenu de l'estomac vers l'extérieur. Donc, peu importe le stimulus déclencheur, cette contraction musculaire des organes digestifs pour vous faire vomir, qui est en fait un mécanisme de protection, en fait, en général, c'est pour vous protéger. Des fois, ça peut être pour une raison haute, mais généralement, c'est un mécanisme de défense. Donc, c'est le bulbe rachidien qui s'occupe de ça. Et si vous mangez de la nourriture contaminée par une bactérie pathogène qui peut vous mettre votre santé en danger, le bulbe rachidien peut déclencher l'effet de vomissement comme ça, contraction des muscles au niveau de l'estomac, et on renvoie la nourriture à l'extérieur pour éliminer la menace. Ça, c'est un exemple de protection. On peut vomir pour des conditions parfois psychosomatiques, ça peut arriver pour d'autres raisons, sans raison apparente, mais une chose est sûre, peu importe la raison, c'est le bulbe rachidien qui est responsable comme ça de déclencher ce processus-là. Et c'est aussi l'endroit où on retrouve le centre du hockey. Donc, c'est compliqué un peu à justifier en quoi ça peut être bénéfique d'avoir le hockey. Il y a plusieurs hypothèses, plus ou moins scientifiques, plus ou moins loufoques dans certains cas. Même moi, j'ai bien du mal à vous dire en quoi ça... En fait, il y a certaines hypothèses que je pourrais mentionner, mais pour moi, elles ne sont pas tellement convaincantes sur le plan scientifique, donc j'aime mieux pas en parler. Ceci étant dit, quand vous avez le hockey, dites-vous qu'on est vraiment au niveau du bulbe rachidien. Donc, c'est cette contraction musculaire répétée. C'est comme si on envoyait en boucle des influx nerveux en provenance du bulbe rachidien via son centre du hockey pour provoquer comme ça ces contractions répétitives, parfois assez achalantes évidemment, comme tout le monde a dû le vivre une fois dans sa vie. Donc voilà pour le bulbe rachidien. Maintenant, vous êtes vraiment... vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions du tronc cérébral et de leurs composantes, leurs 3 principales composantes. Tout ce qui me reste, en fait, c'est quelques éléments. Vous allez voir, ça va aller assez vite maintenant. Donc, dernière composante
de l'encéphale, le cervelet. Souvent, vous me dites l'équilibre, et vous avez tout à fait raison. Donc, essentiellement, c'est une fonction très importante en termes de maintien de l'équilibre. Donc, si vous êtes capable de marcher sans tomber, sans perdre l'équilibre, donc cervelet. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous dirais que le cervelet est très, très impliqué dans la coordination musculaire complexe de vos mouvements. Il est même capable de stocker certains mouvements. Donc, si vous apprenez un nouveau sport, des choses comme ça, il est capable de faire ça. Et quand on regarde un peu son apparence, là, montrer sa complexité, ça ressemble à un mini-cerveau, en fait. Il y a 2 hémisphères cérébelleux. Donc, la même chose est à la base, à l'arrière, comme ça, à la base du cerveau. Il est beaucoup plus petit, mais quand même de taille subséquente, conséquente, si vous regardez l'ensemble des structures comme le diencéphale ou le tronc. Donc, il est énorme. Donc, il travaille très fort, le cervelet. La coordination musculaire, on fonctionne de façon très automatique, ça se fait de façon plus ou moins constante. Vous marchez tous les jours, vous faites un sport et tout, mais c'est une tâche complexe. C'est pour ça qu'il y a autant de neurones dédiés au cervelet, simplement pour cette coordination et ce maintien de l'équilibre. Et en fait, si on regarde un petit peu, en fait, ça résume ici, je fais une parenthèse, ça résume pas mal tout ce que j'ai dit. Donc, les colliculus supérieurs et inférieurs qu'on appelle les tubercules quadrijumeaux, là, c'est la même chose. Donc, on les voit ici. Et quand vous remarquez le tronc cérébral avec tous ces sections, okay, donc mésencéphale, pont et bulbe, bien évidemment, le cervelet, lui, est rattaché ici par des pédoncules cérébelleux aux différents niveaux. Donc, mésencéphale, on avait les pédoncules supérieurs, moyens ou intermédiaires au niveau du pont et les inférieurs, qui permet comme ça le passage d'influx nerveux de part et d'autre. Et c'est comme ça, via les pédoncules cérébelleux, qu'il y aura communication entre les centres nerveux supérieurs du cerveau, des hémisphères cérébraux, et le cervelet. Et cette communication nerveuse entre le cerveau, exemple avec les aires motrices, et le cervelet via le tronc, comme ça, qui nous permettra de communiquer constamment entre les 2 grands centres pour justement ajuster votre équilibre et la coordination musculaire. Et donc ici, simplement les colliculus pour les réponses réflexes qu'on a vues, là, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, toutes ces fonctions-là ici, vous pourrez les relire. Je vais les expliquer sur la prochaine diapositive, en fait. Donc, les mouvements fins, l'équilibre, coordination, données proprioceptives. En fait, ça ici, ça veut juste dire proprioception, ça veut dire le positionnement de votre corps dans l'espace 3D. Avez-vous la tête en haut, en bas? Votre main, elle est à 45 degrés ou à 30. Donc, toute cette proprioception, c'est cette capacité du cerveau ou du cervelet à analyser votre positionnement du corps dans l'espace. Très important, si vous jouez un match de tennis, vous voulez smasher une balle qui s'en vient, bien, pour ne pas passer à côté de la balle, vous devez avoir en tête cette capacité proprioceptive de bien aligner votre main vis-à-vis la balle dans l'espace pour frapper la balle. Et toute cette capacité d'analyse au niveau de la proprioception, donc positionnement du membre dans l'espace, équilibre, coordination musculaire complexe, est fait bien sûr par l'aire motrice, mais beaucoup aussi par le cervelet, et les 3 vont travailler ensemble pour maintenir ça. Il y a beaucoup de picots ici, mais ça se résume en 2 mots. Équilibre, coordination musculaire complexe. C'est juste ça que ça veut dire. Et tout ce texte-là s'explique beaucoup mieux avec cette figure, en fait, qui montre cette interrelation entre le cervelet et le cerveau. Donc, on voit très bien que les flèches, en fait, les flèches de couleur, là, ça symbolise les différents types d'influx nerveux qui peut partir comme ça du cerveau, descendre dans le tronc et passer, là, on voit au niveau du pont, pour être autour du mésencéphale, du bulbe, peu importe, par les pédoncules cérébelleux. On va passer comme ça par les axones transversales pour informer le cervelet et lui, en retour, peut renvoyer des messages. Et quel est le rôle précis du cervelet? Donc, l'équilibre, coordination, c'est correct, mais qu'est-ce qu'il fait dans la coordination musculaire? Bien, imaginez-vous que vous faites un sport complexe. Donc, c'est des mouvements volontaires, évidemment, donc ce qui est symbolisé par les flèches en rouge. Donc, je pars des aires motrices primaires. Si c'est un geste répétitif qui demande l'apprentissage, c'est possible que l'aire prémotrice soit impliquée et que l'aire prémotrice envoie des messages nerveux, des influx nerveux à l'aire
motrice. Mais peu importe, je parle de l'aire motrice. Okay? Donc, que la prémotrice soit impliquée ou non, on finit toujours dans l'aire motrice. Et l'aire motrice va envoyer des influx nerveux en rouge comme ça qui descendent dans le tronc, dans la moelle épinière et éventuellement, dans le fond, on va parler de tractus corticospinal, exemple latéral pour bouger les bras et les jambes. Si vous voulez frapper la balle de tennis, mettons corticospinal latéral pour contracter les muscles de votre bras. Et on contracte les muscles. C'est ça la job de l'aire motrice, et ça, vous le saviez déjà. Ce que vous ne saviez pas, et ceux qui ont un bon sens d'observation, vous allez le voir ici, ce que j'enseigne présentement, c'est que bien sûr qu'on envoie des influx nerveux vers la moelle épinière pour contracter les muscles, mais il faut remarquer qu'on envoie en même temps des influx nerveux, un peu comme en duplicata, en copie, si vous voulez, vers le cervelet. On informe le cervelet de ce qu'on veut faire. Donc, si on voulait contracter les biceps, puis tel muscle, au niveau des doigts, des jambes, peu importe, mais le cervelet est tout courant. Et c'est là que le cervelet intervient. C'est que l'aire motrice fait les mouvements, mais le cervelet a comme une capacité d'analyse et de correction possible. Lui, il intègre l'information comme ça en provenance de l'aire motrice, il analyse, puis s'il voit que ça fonctionne bien, parfait. Il ne fait rien. Il analyse tout ça. Mais en plus, comme on peut le voir avec la flèche en bleu, il y a les muscles avec les propriocepteurs, entre autres, qui envoient, donc les propriocepteurs, c'est des récepteurs particuliers qui se retrouvent un peu partout dans votre corps, entre autres au niveau des muscles, qui envoient de l'information pour informer le cervelet. Et ce qui est en rouge et en bleu, c'est en fait l'information en provenance de l'aire motrice, mais aussi en provenance des muscles, qui indiquent justement, est-ce que ma main est bien orientée vis-à-vis la balle ou je suis 3 pieds à côté avant de smasher ma balle. OK? Donc, lui, le cervelet, il reçoit ces deux types d'informations-là, il intègre ce que l'aire motrice veut faire, ce que les muscles lui disent, puis là, il met ça en corrélation. Est-ce que le cerveau, par l'aire motrice, voulait faire correspond au positionnement du muscle dans l'espace? Oui, on est bien aligné, tout va bien, on ne fait rien. Si je suis 3 pieds à côté de la balle, je vais manquer mon coup. Donc, on dit que le gars n'a pas de coordination ou la fille n'a pas de coordination musculaire. Quelqu'un qui a une bonne coordination, c'est qu'il très rapidement s'aligne bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, le cervelet a ce pouvoir de corriger. Quand on dit une correction, là, c'est vraiment ça. Donc, après avoir analysé l'information en provenance des muscles, puis des propriocepteurs et de l'aire motrice, lui, il analyse tout. C'est correct qu'il ne fait rien, mais s'il se rend compte qu'il y a une erreur, il va renvoyer des influx nerveux, c'est les flèches en jaune, vers l'aire motrice et vient corriger ce que l'aire motrice voulait initialement faire. Donc, il se retrouve au-dessus de l'aire motrice. Avant le cours d'aujourd'hui, je vous présentais le cours toujours comme si c'était l'aire motrice qui décidait tout, et c'est vrai, sauf que si elle fait une erreur, le cervelet, lui, analyse toutes les informations qu'on lui envoie et peut venir, c'est comme le grand boss, peut venir corriger, vous dire non, fais pas ça comme ça, tu vas renvoyer des influx nerveux pour corriger le positionnement du bras et qui serait en ligne sur la balle. Et si on résumait ça de façon très simple, oui, le cervelet permet la coordination musculaire complexe, oui, permet l'équilibre, mais si on pousse un peu plus loin, c'est qu'en fait, il reçoit de l'information de l'aire motrice ou des muscles pendant un mouvement, il analyse ça et, si nécessaire, il peut renvoyer des influx vers l'aire motrice primaire pour la corriger et faire en sorte qu'on soit plus efficace dans notre coordination musculaire. C'est pour ça qu'il est très mis en contribution dans des gestes complexes. Vous levez la main pour poser une question, je peux vous dire que le cervelet n'est pas tellement impliqué. Mais vous faites un sport complexe, c'est certain qu'il est impliqué. Et là, je vais plus loin que le cours, donc c'est juste pour le fun. Mais un enfant qui apprend à marcher, vous commencez un nouveau sport demain, c'est sûr qu'au début, on n'a pas de coordination, c'est pas bon. Donc, un concept d'apprentissage et de mémorisation. Vous commencez à jouer au tennis, vous n'avez jamais joué de votre vie, vous n'êtes pas très bon. Mais là, vous commencez à apprendre, appréhender la balle, comprendre qu'un mouvement X est plus efficace qu'Y. Et ça va se stocker dans le cervelet, dans l'aire prémotrice, mais aussi dans le cervelet. Et cette mémoire musculaire va permettre de contribuer à être plus efficace au prochain match. Et c'est pour ça que si ça fait 10 ans que vous pratiquez un sport, vous avez une bien meilleure coordination parce que justement, ce stockage d'informations, cet apprentissage fait en sorte que l'aspect correctif du cervelet va se dérouler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Okay? Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne finalement.
Et je termine avec 2 derniers concepts rapidement. Système limbique, en fait très vite parce que j'en ai parlé. Vous voyez ce terme-là, c'est fonction émotionnelle. Donc, toutes les émotions positives ou négatives sont générées par le système limbique. Donc, un mot-clé, c'est un peu le cerveau émotionnel. On est là pour générer des émotions qui vont moduler votre comportement. Donc, selon le type d'émotion, bien évidemment, on va avoir un comportement X ou Y. Et juste pour bien clarifier, parce que des fois, les gens pensent que c'est une structure. Bien sûr que non, c'est un ensemble de structures. Ils sont listés ici. Tout ça ici, c'est des éléments du système limbique. Vous n'allez pas les apprendre par cœur. Corps mammillaire, tout ça, c'est pas grave. Le fornix, c'est pas grave. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ces structures-là, généralement, sont associées à d'autres fonctions biologiques. Et c'est pas leur premier rôle de faire des émotions. Donc, exemple, l'hippocampe, c'est une structure qui est bien connue pour avoir un rôle central dans la mémoire. Vous avez le thalamus, vous avez vu les fonctions tantôt, relais sensitif et tout. Donc, on fait autre chose. Bulbe olfactif, tractus olfactif, c'est pour sentir. L'hypothalamus, on a vu tantôt qu'il y a plusieurs fonctions. Okay, il est listé aussi. Donc, tout ça fait en sorte qu'ils ont différentes fonctions, mais peuvent contribuer ensemble à générer différentes émotions. Donc, on a parlé de l'hypothalamus, on avait parlé des noyaux gris aussi centraux avec les corps amygdaloïdes. Quand ils ne fonctionnaient pas, on avait plus tendance à avoir des comportements agressifs. Alors, ces structures-là qu'on dit système limbique, il ne faut pas penser qu'elles font juste générer des émotions. Elles ont leur propre agenda, leur propre fonction, mais on sait indirectement, parce que quand on a observé des lésions dans ces structures-là, qu'il y avait certaines composantes émotives, certaines émotions qui n'étaient plus générées ou trop générées, et c'est comme ça qu'on est arrivé à comprendre que ces éléments-là travaillaient ensemble pour les émotions. Et on voit que, en fait, malgré leurs fonctions différentes, leur positionnement anatomique est quand même assez rapproché. Hein? Donc, le système limbique, des fois, on pense qu'il est un peu diffus partout dans l'estomac. Quel lapsus incroyable! Ça n'a aucun rapport dans le cerveau. Maintenant, leur proximité géographique, si vous voulez, anatomique, fait en sorte qu'ils communiquent entre eux, évidemment. Il y a des axones, font synapses et tout entre les neurones ici. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble ici, ces éléments-là, à produire les différentes émotions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres régions qui pourraient être impliquées? Bien sûr qu'il y a sûrement d'autres régions de l'encéphale, sont moins bien connues. On va en découvrir d'autres, évidemment. Mais ça, c'est ce qui est connu à l'heure actuelle, c'est ce qui est reconnu, mettons, sur le plan scientifique. Et voilà. Donc, en fait, concrètement, si vous savez que le système limbique, c'est un ensemble de structures du cerveau qui créent les émotions, ben, je ne vous en demande pas plus, donc c'est très simple. Dernier concept avant de terminer la capsule pour de bon, la formation réticulaire. Donc, la formation réticulaire, c'est un ensemble de noyaux nerveux, encore une fois, de neurones qui va être disséminé un peu partout. Et il y a une partie qui va être au niveau du diencéphale, il y a même une partie qui se prolonge dans la moelle épinière et au niveau du tronc. C'est donc une région quand même assez étendue. Il y a 2 fonctions principales, une fonction motrice et sensitive. Je vais m'attarder plus sur la fonction sensitive. Donc, motrice, ben, tout simplement, on transporte des influx moteurs. Donc, on permet de relier justement la moelle épinière avec les centres supérieurs, centres cérébraux, et puis on va permettre contraction de certains muscles et tout, mais surtout dans le tonus musculaire. Donc, on sait que cette formation réticulaire a un grand rôle dans le tonus musculaire. En d'autres mots, une lésion dans la formation réticulaire, au niveau de ses composantes motrices, on perd de la tonicité du tonus musculaire. Donc, c'est un terme que j'avais déjà défini, mais c'est pas plus que ça. Là. Ici, c'est du détail. Là, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. De façon plus importante, je vais passer plus de temps ici, c'est la composante sensitive de la formation réticulaire. Donc, ce qu'on appelle le système réticulaire activateur ascendant, ou le SRA, par son acronyme qui est beaucoup plus rapide, hein, plus facile à dire ou à retenir. Donc, dans ce cas-ci, ça a une importance capitale, cette fonction sensitive. Vous allez voir, c'est une fonction très, très particulière. Et ce qui est écrit ici, je vais l'expliquer sur le dessin, c'est plus facile en fait. Donc, le SRA, cette composante sensitive de la formation réticulaire, bien, déjà avec mon pointeur, vous remarquez que on est très étendu. OK? Et sa fonction, c'est très simple, ça se dit en 2 mots. On capte l'information sensitive pour certains stimuli sensitifs, et une fois qu'on a capté ça,
on va déclencher la production d'influx nerveux dans l'ensemble du cerveau pour provoquer l'éveil de la personne. Donc, le SRA ici, ce que je veux que vous notiez, c'est que dans le fond, sa première fonction, après avoir perçu certains stimuli sensitifs, c'est de stimuler les différentes régions du cerveau. Évidemment, on stimule ça avec des décharges électriques, les influx nerveux. Donc, c'est de stimuler les différentes régions du cerveau pour provoquer l'éveil de la personne. Donc, dans ce cas-ci, le SRA va être particulièrement important suite à une nuit de sommeil, exemple. Donc, vous dormez cette nuit. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de vous réveiller? Bien, c'est justement le SRA qui va capter différents stimuli et qui va être capable, suite après stimulation, de déclencher l'activation des différentes régions du cerveau. Et quelle sorte de stimulus ou stimuli, en fait, parce qu'il y en a plusieurs, qui va permettre l'activation du SRA? Je veux que vous les sachiez parce qu'il y a une exception importante qu'il faut savoir. Donc, il y a la vision, ce que vous allez voir. Exemple, si vous dormez puis on vous met la lumière du soleil, vous n'avez pas de rideau dans votre chambre, puis la lumière peut vous réveiller, en fait. Il y a les sons. C'est tout le concept d'avoir une alarme au niveau de votre cadran ou de votre cellulaire. Donc, le son va vous réveiller. Vous dormez profondément, mais le son peut vous réveiller. Les autres stimuli aussi sensitifs qui ne sont pas écrits ici, mais le toucher, si votre chum, votre blonde vous brasse un peu puis vous touche, ça peut vous déclencher aussi l'éveil. Peut déclencher l'éveil et même des stimuli de douleur, ce qui n'est pas souhaitable, mais évidemment, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-ci, ça peut vous réveiller aussi. Et pour ces 4 stimuli-là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, mettons exemple, ici, on voit la vision, nerf optique et tout. Bon, on s'en va dans le thalamus, mais en même temps, oui, on va aller dans les aires visuelles, interpréter de l'information, mais il y a une partie de l'influx nerveux associé au nerf optique qui va activer le SRA. Donc, le SRA, lui, exemple, dans cette région aussi, il va capter ces influx nerveux-là associés à la vision. Si c'est votre cadran qui sonne, même chose. Donc, on s'en vient stimuler le SRA. Et ce qui est en provenance de la moelle épinière, donc c'est plus pour ce qui est le toucher ou la douleur, mettons une douleur à la jambe, quelqu'un vous touche l'épaule, peu importe, bon, c'est du toucher-douleur, on s'en vient comme ça ici, on vous parle même de température, ça pourrait vous réveiller, je mets un glaçon dans le dos, bien évidemment ça va vous réveiller, donc ça va. Donc on pourrait le rajouter ici, je l'avais oublié, on pourrait parler de température aussi. Maintenant, toutes ces informations-là sont donc captées et intégrées, analysées par le SRA. Une fois qu'il perçoit ça, lui, il se dit, bon, ben, c'est le temps de réveiller la personne. Donc, évidemment, l'activité cérébrale est au minimum pendant la nuit. Même s'il y a certaines régions très actives, il y a bien des régions qui vont être à off, là, qui a très peu d'influx nerveux, très peu de signaux électriques. Donc, une fois qu'il perçoit et qu'il est informé par ces signaux électriques, lui, ce qu'on voit en mauve, donc les flèches bleues, évidemment, c'est les stimuli, mais en mauve, c'est sa réponse. Alors, il va commencer par envoyer des influx nerveux comme ça dans la région préfrontale, donc votre aspect cognitif, intellect se réveille, vers l'aire visuelle, vers le lobe pariétal, tout. Donc, dans le fond, on va aller stimuler de façon électrique l'ensemble du cerveau, et c'est là que vous êtes en processus d'éveil et de réveil. Et c'est juste ça qu'il fait, en fait. La seule chose, je mets un astérix, et ça, il faut faire attention, parce que si vous me dites à l'examen que l'odorat, moi, je sens un bon café et ça me réveille, c'est impossible biologiquement. Et ça vous met en état de choc. Parce que là, vous dites, ça se peut pas, mon chum, ma blonde me fait le déjeuner, je sens le café, je sens les toasts et tout. Mais si vous les sentez, c'est parce que vous êtes déjà réveillé. Peut-être semi-endormi, mais vous êtes réveillé. L'odorat ne va jamais, jamais, jamais stimuler le SRA. Il y a une raison biologique à ça que vous êtes capable de me dire, puis on en reparlera dans 2 secondes, mais c'est tout l'idée d'avoir des détecteurs de fumée qui préviennent les incendies. En fait, les pompiers, ils ne le savaient peut-être pas, mais c'est des experts du SRA. Comme l'odeur de la fumée ne va pas vous réveiller, vous allez flamber avec votre maison. Qu'est-ce qu'on fait? On met des détecteurs de fumée qui a un son strident, et là, ça vous réveille. On stimule le SRA. Pourquoi? Parce que le son du détecteur de fumée vient enclencher le SRA, envoie des influx nerveux où vous vous éveillez.
Si on se basait sur votre odorat, vous ne sentirez jamais la fumée. Même si elle est dans votre propre chambre, vous restez inconscient. Et donc, c'est le seul stimulus qui ne peut pas être détecté par le SRA. Donc, ça ne pourra jamais vous réveiller. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, une odeur de fumée, de café, le nerf olfactif ne passe pas dans le SRA. Si vous vous souvenez, donc ici on est à peu près dans la région du thalamus, tout converge là, mais on passe dans l'hypothalamus qui est plus bas. Donc en fait, l'odorat passe ici, ça va dans les aires olfactives, donc en fait, on passe à côté du SRA. Il n'y a pas de communication comme ça, et c'est pour ça que l'odorat ne peut pas vous éveiller, contrairement à la croyance populaire. Okay? Donc ça, c'est une exception qu'il faut faire attention. Et je termine en vous posant une question, en fait. Si le SRA serait complètement, suite à une lésion, ne fonctionne pas au complet, quel type de maladie ou de problème on pourrait voir chez le patient? Bien, la plus facile, c'est le coma. Et là, faites attention, je ne dis pas que toutes les causes de coma est une dysfonction du SRA. Il peut y avoir plein de causes différentes. Mais effectivement, si on n'est plus capable de provoquer l'éveil, qu'est-ce qui arrive? Quand même bien que je vous mette une lumière dans les yeux, que je vous prenne la main, que je vous parle. Si le SRA ne stimule pas l'ensemble des régions du cerveau, bien, votre activité électrique au niveau du cerveau est au minimum. OK? Et ça pourrait amener un coma prolongé, effectivement. OK? Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, vous savez tout, hein, ça termine vraiment la capsule, cette capsule-là, ça termine vraiment la séquence 5, la quatrième partie de vos notes de cours, donc quatrième partie de la séquence 5. C'était une grosse séquence, j'en suis conscient, séquence 5, c'est toujours très lourd. Maintenant, la bonne nouvelle, bien, séquence 6 et 7, beaucoup, il y a du travail quand même, là, ça ne sera pas les vacances, mais moins de matériel un petit peu. Et donc, ça va être les sujets des prochaines capsules. Séquence 6 pour les sens et 7 pour le système nerveux autonome. Et quand on aura terminé tout ça, ben là, le système nerveux sera terminé. Vous allez être complètement qualifié pour le système nerveux. Alors, je vous souhaite une très bonne étude. Et comme d'habitude, ne vous gênez pas, vous m'écrivez au besoin. Sinon, ben, on se revoit dans la prochaine capsule. Alors, bonne étude tout le monde.